Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième semaine dans une update lecture, puisque je me suis très mal organisée. Vendredi dernier, vous avez eu l'update lecture numéro 13. Cette semaine, update lecture numéro 14. Alors le premier livre dont je vais vous parler, comme d'habitude vous connaissez la chanson, si c'est un livre de bibliothèque, vous n'avez pas la couverture, je ne peux pas vous montrer le livre puisque souvent je l'ai rendu directement après. Je vais vous parler de deux lectures que j'ai effectuées avec des livres de bibliothèque qui étaient intéressantes mais pas forcément les plus marquantes. Le premier livre c'était 10 ans de liberté de Natacha Kempouche, 3096 jours, sa première autobiographie à Natacha Kempouche m'a mis une énorme claque puisque 3096 jours c'est l'histoire de Natacha qui s'est fait enlever quand elle avait 10 ans et qui s'est libérée d'elle-même quand elle avait 18 ans. Donc c'est assez prenant, voilà, c'est un peu... c'est difficile quand même à lire et là 10 ans de liberté elle retrace sa vie des 18 jusqu'à ses 28 ans. Et ça ne s'est pas passé comme elle l'aurait pensé, c'est-à-dire que la plupart des gens ont cru à un complot quand ils ont vu qu'elle ne se comportait pas comme la victime traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle voulait surtout reprendre sa liberté. Et je pense que ça se sent puisque c'est dans le titre, c'est-à-dire que quand elle imaginait sortir de sa prison pendant toutes ces années de captivité, elle imaginait vraiment la liberté et elle aussi, elle imaginait un monde extérieur très idéalisé. Elle en avait besoin pour continuer à y croire, à croire qu'un jour elle sortirait de cette cave qui était loin d'être idéale, n'est-ce pas? Et ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'elle nous détaille tout ce par quoi elle a dû passer, toutes les imbécilités administratives, les gens qui croient au complot, qui pensent qu'elle était de mèche avec son ravisseur, qui pensent que c'est elle qui a tué son ravisseur alors qu'on a des vidéos de lui en train de se jeter sous un train. Ça m'a beaucoup énervée et ça a continué à me toucher puisque l'histoire de Natacha Kempouche m'a touchée avec 3096 jours et elle continue à me toucher avec 10 ans de liberté. Et je me suis dit... À certains moments je me suis dit mais c'est presque pire que quand elle était enfermée dans la cave, parce que enfermée dans la cave elle rêvait au monde extérieur, elle rêvait aux retrouvailles avec sa famille. En fait elle avait vraiment beaucoup d'espoir et là en sortant de la cave, et ben elle se prend vraiment une énorme claque en pleine figure parce que les gens ne veulent pas qu'elle soit autonome, ils veulent qu'elle continue à se sentir comme une moins que rien, comme une victime. En gros, si tu es une victime un jour, tu resteras une victime et c'est ce genre de mentalité qui m'exaspère complètement. Donc ce livre m'a un petit peu énervée, mais voilà, je continue à soutenir dans ma tête Natacha Kempouche, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est une jeune femme absolument brillante et j'ai hâte de voir ce qu'elle va continuer à faire de sa vie. J'ai lu Et je danse aussi de Jean-Claude Morleva et Anne-Laure Bondou qui est un livre qu'ils ont coécrit il y a quelques années. Vous pouvez le trouver en format poche maintenant, donc ça vous évite le grand format un petit peu coûteux. Et c'est l'histoire d'une fan, plus ou moins, qui envoie une lettre à un écrivain très célèbre. Au début, enfin elle lui envoie un dossier papier et au début il pense que c'est un manuscrit et il lui dit je ne lis jamais les manuscrits, excusez-moi, voilà, je ne peux pas donner suite à votre requête. Et elle lui dit mais déjà c'est pas une enveloppe comme les autres, c'est pas un manuscrit dedans et je suis pas une femme comme les autres. Du coup il est un petit peu intrigué, il commence des échanges de lettres qui sont assez intéressantes et il commence à développer toute une amitié, mais à un certain moment il va bien falloir que l'écrivain ouvre cette enveloppe et dans cette enveloppe il y a quelque chose qui va complètement bouleverser sa vie privée à lui. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé, enfin j'adore Anne-Laure Bondou, j'adore Jean-Claude Morleva, donc c'était un petit peu le combo parfait, j'ai trouvé que c'était très juste, il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de citations sur la vie, il y avait beaucoup d'humanité en fait. J'ai été surprise par les retournements de situation, j'ai été surprise par la fin. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était surtout une histoire d'amitié et que peut-être qu'après le livre, ça se transforme en histoire d'amour. Peut-être, j'en ai parlé avec Anne-Laure Bondou pendant le salon du livre de Montreuil, peut-être que ça se transforme en histoire d'amour, mais en attendant, c'était vraiment une magnifique histoire d'amitié que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai aussi continué grâce à la bibliothèque les 4 tomes qu'il me manquaient qui étaient parus du comics Saga. C'est l'histoire d'un space opéra, 2 nations sont en guerre, une nation qui s'appelle les Cornus et une nation ailée. Et en fait c'est l'histoire de 2 individus de ces 2 nations qui, plutôt que de se battre, s'aiment, sont tombés amoureux et procréent, font un enfant qui est le personnage principal de Saga.
Et on va dire qu'aucune des nations n'est très heureuse à ce propos, puisque c'est censé être une abomination et que pour les gens restent en guerre, il faut qu'ils pensent qu'ils ne sont pas compatibles, qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et alors le fait de pouvoir créer un enfant en bonne santé, ça voudrait dire que peut-être il n'y a pas de raison de se battre et qu'ils sont pas si différents les uns des autres, et les deux autorités ne veulent absolument pas que les soldats s'en rendent compte. Donc je ne peux pas vous en parler vraiment sans vous spoiler. J'ai lu les volumes 4, 5, 6 et 7 et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voit les personnages évoluer et on voit la petite fille grandir puisqu'elle est née dans le tome 1, donc au fur et à mesure on sait qu'elle grandit. J'ai un petit peu été pas très intéressée par les trucs développés autour, genre toutes les histoires des mercenaires. Je pense que si vous le lisez vous le savez, c'est pas trop un spoil, la traque, la marque, ce genre de personnes, je suis pas vraiment à fond dedans. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la trame principale et du coup ça m'a un petit peu gênée, ça m'a un petit peu ralenti au niveau de ma lecture, et il y avait aussi pas mal de choses dont je ne me souvenais pas à propos des trames secondaires, puisque même dans les 3 premiers tomes j'y ai pas fait forcément grande attention et ça faisait 6 mois que j'avais pas lu la saga, donc il fallait, et je ne me souvenais pas vraiment. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins accroché aux 4 derniers volumes plutôt qu'aux 3 premiers volumes de la saga. Mais en tout cas c'est sûr que je vais continuer cette série de comics parce que je trouve déjà que les graphismes sont magnifiques et j'aime beaucoup ce que ça dit sur notre rapport à l'autre, la technologie, etc. Donc je continue. J'ai envie de vous parler du tome 2, des tomes 2 et 3 de Keeper of the Lost Cities, qui est Exile et Everblaze. Donc pareil, pour pas vous spoiler, c'est un petit peu compliqué. Keeper of the Lost Cities, c'est l'histoire de Sophie qui est élevée avec les humains, et un jeune elfe du nom de Fitz Vaker vient la voir et lui dit « Eh mais en fait tu es un elfe », et du coup elle le suit dans son monde et il s'ensuit des tonnes de péripéties. Le tome 1 est plutôt bien ficelé, il se passe en 6 mois et j'ai bien apprécié ça. On prenait quand même assez son temps. Le tome 2 va beaucoup trop vite pour moi dans le sens où c'est très condensé. C'est la dernière semaine des vacances d'été pour Sophie avant... Shit. Il n'y a pas le nom, Sylvanie, blablabla, Sophie. Bon, je ne sais plus comment s'appelle leur école, ça y est, j'ai déjà tout oublié. Mais la première semaine des vacances, la dernière semaine des vacances d'été et les 2 premières semaines des vacances de la nouvelle année. C'est quand même court pour un bouquin de 500-600 pages, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de réponses qui sont apportées dans le tome 3, mais pas tant que ça dans le tome 2, même si la fin est quand même super intéressante. J'ai trouvé que le tome 2 était un petit peu en dessous du 1 et du 3 pour l'instant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on introduise un nouveau personnage qui est cette petite alicorne. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah voilà, je pense que vous avez vu, c'est un personnage assez intéressant. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on voit de plus en plus Keith, qui est un de mes personnages préférés. Je crois que tout le monde l'adore, j'en ai parlé avec Shannon Messenger et elle était oui, tout le monde aime Keith, il est très difficile à ne pas aimer. Et j'étais oui, tout à fait. Pareil, j'aime beaucoup les personnages de Edaline et Grady, je continue à beaucoup les aimer. Alors, je dois quand même le dire, Fitz est un gros connard dans le tome 2, il m'énerve et du coup il est descendu dans mon estime. Mais au fur et à mesure, je sais qu'il va remonter, mais pourquoi il s'est énervé tout d'un coup sur Sophie? Non. Et pour le tome 3, sans vous spoiler, pareil, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on va dire que j'essaye d'aller dans les détails sans vous dire « Hey, il se passe ça !» Mais on en apprend de plus en plus sur le Black Swan, puisque moi je l'ai lu en anglais, donc en français c'est le cygne noir, et c'est super intéressant. Au fur et à mesure ça se complexifie un peu, il y a eu un retournement de situation que j'avais pas tant vu venir que ça, je me doutais qu'il y avait une couille dans le pâté, mais je ne pensais pas que c'était ça. Et ce que j'apprécie aussi en lisant ces bouquins, c'est que je peux en parler à Marion en direct live, puisqu'elle les a tous lus. Après le tome 3, c'est vrai qu'on a très envie de lire le tome 4, j'ai hésité à me le prendre en e-book pour pouvoir continuer la saga, mais non, j'attends jusqu'à Noël, en espérant que quelqu'un de ma famille m'ait pris le tome 4. C'est très important parce que là je suis en manque, j'adore cet univers, honnêtement j'adore les personnages, je trouve que c'est une ambiance super bienveillante, je trouve qu'on s'attache aux personnages, surtout parce qu'ils sont très jeunes, ils ont 12-13 ans quoi, 14 je crois pour Fitz peut-être, et
ils sont super jeunes et j'ai pas l'habitude de lire du middle grade, c'est-à-dire que c'est plus collège, c'est marqué 8-12 ans derrière, donc j'irai peut-être pas 8 ans, mais c'est vrai qu'à partir du collège c'est vraiment une saga intéressante et ça change des clichés young adult parce que par exemple la romance est traitée d'une toute autre manière puisqu'ils ont pas l'âge pour la romance entre guillemets. Et ça me convient vraiment très bien. L'avant-dernier livre que j'ai envie de vous présenter, que j'ai lu sur liseuse, le dernier livre que je viens de finir aujourd'hui, c'est Tortue à l'infini de John Green. Et comment vous dire que c'est une très bonne surprise. On suit l'histoire de Asa, qui est une jeune femme qui est au lycée, qui a des pensées intrusives, invasive, c'est-à-dire que tout d'un coup elle va être en train de manger et elle va se dire est-ce que je suis pas en train de m'empoisonner avec le morceau de viande que je viens de manger, et ça va devenir une pensée complètement obsessive et comme elle le dit si bien, le cercle, l'étau se restreint au fur et à mesure, la spirale se rétrécit et elle ne parvient plus à penser qu'à ça jusqu'à ce qu'elle fasse quelque chose à ce propos. Pour Tortue à l'infini, on est censé suivre une espèce de comment dire, on est censé suivre Asa qui est sur les traces d'un milliardaire qui a disparu. C'est censé être le fil conducteur du bouquin, c'est ce qui est marqué dans la 4e de couverture, mais honnêtement bah c'est pas vraiment ça. On suit plutôt son quotidien avec sa maladie mentale qui est compliquée et qui l'handicape au quotidien. Et c'est vrai que c'était compliqué à lire, c'était douloureux à lire parce que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup et qui se fait du mal. Enfin nous, des personnes qui n'ont pas de pensée intrusive et invasive, ce que je voyais de toute façon c'était qu'elle se faisait du mal et après évidemment c'est tellement bien décrit et tellement bien écrit que tu comprends pourquoi, tu comprends le mécanisme et je pense que c'est assez intelligent de la part de John Green d'avoir réussi à faire comprendre ce genre de mécanisme de pensée à quelqu'un qui n'a pas de pensée invasive et intrusive. Mais je pense que c'est vraiment très effrayant et je me suis sentie des fois très mal à l'aise dans mon corps quand elle parlait de tous les microbes qui pouvaient nous attaquer, etc. C'est vrai que c'était pas le truc le plus joyeux de base, mais en même temps c'est aussi tout un cheminement et toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le moi, qu'est-ce que c'est que le soi. Ce que j'aime avec John Green, c'est la manière dont il a de raconter les histoires et dont il a de raconter les adolescents, parce que c'est le genre d'adolescent qui me ressemble et qui me ressemblait quand j'étais au lycée. C'est toujours un petit peu les laissés pour compte, les gens un petit peu bizarres qui ont un groupe d'amis de 4-5 personnes maximum, et c'est vrai que je me reconnais là-dedans puisque j'ai jamais été le genre de personne, même au lycée, que ce soit au lycée, la fac, etc., à faire des soirées où on est 50 dans une maison, à sauter dans les piscines ou je sais pas quoi, ce que vous voyez quand vous regardez des séries américaines, et ça c'était pas du tout moi et ça ne le sera jamais, n'est-ce pas? C'est vrai que ça normalise un petit peu l'adolescence des gens comme moi, c'est-à-dire que le quotidien de Asa c'est quoi? C'est d'aller prendre un verre à l'Applebee's avec sa meilleure amie Daisy qui écrit des fanfictions sur Star Wars. Je me suis reconnue pas mal aussi en Daisy puisque au lycée j'écrivais beaucoup de fanfictions et je lisais beaucoup de fanfictions avec ma meilleure amie, donc c'était sympa de voir des aspects de la vraie vie pour moi des adolescents. Ce bouquin là je le retrouve vraiment, c'est porteur d'espoir, c'est beau, c'est poétique. Je trouve que c'est le John Green que j'ai découvert quand j'étais au collège et que j'aimais beaucoup, avec Qui es-tu Alaska, Paper Towns et The Fault in Our Stars. Je n'avais pas du tout l'intention de lire le nouveau John Green, mais on me l'a tellement recommandé partout que je me suis dit pourquoi pas, et j'ai eu bien eu raison de le lire parce que c'était vraiment sympa et j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter et qui est mon nouveau coup de cœur, vous l'avez vu passer en book haul il y a une semaine à peine, c'est The Stepford Wives de Ira Levin, qui a été écrit en 1972 et qui est un des premiers livres de science-fiction féministe traitant de la condition féminine. Comment dire que j'ai adoré, ça se lit super vite, c'est 130 pages, c'est très accessible et en fait c'est l'histoire de cette famille de Joanna, je sais plus, elle s'appelle Ebenhart je crois, Joanna Ebenhart, qui emménage à Stepford avec son mari et ses 2 enfants,
et elle se rend compte au fur et à mesure que ses voisines ne passent leur temps à astiquer leur maison et quand elle leur demande hey, tu veux venir prendre un café, elles sont en mode ah mais non tu sais il y a tellement de choses à faire à la maison, je n'ai pas le temps de sortir, je n'ai pas le temps d'avoir des amis, c'est assez flippant. Donc Johanna se lie d'amitié avec Bobby qui est une femme pareil qui est arrivée, qui a emménagé un mois avant elle et tout d'un coup à peu près aux 3/4 du bouquin, Bobby se transforme en cette femme d'intérieur absolument fantastique qui se fait des brushings, etc. Et Johanna est persuadée qu'elle a été remplacée, qu'il y a quelque chose peut-être dans l'eau qu'ils boivent qui les transforme véritablement en d'autres femmes, en des femmes parfaites, des épouses parfaites, des mères parfaites. Et évidemment, vous savez que je suis féministe, que je m'intéresse beaucoup à la condition féminine, et donc ça c'était juste le livre parfait pour moi. C'était c'est mon nouveau péché mignon, la science-fiction et la dystopie féministe. C'est mon nouveau genre de livre préféré. Et alors c'est vrai que ça traite beaucoup du féminisme second wave, c'est-à-dire le féminisme dans les années 60-70. Femmes parfaites au foyer sont toutes super bien maquillées, super bien les cheveux lissés, je ne sais pas quoi, alors que maintenant on sait qu'on peut se maquiller et être féministe, on peut enlever nos poils et être féministe. Voilà, la third wave, la troisième vague de féminisme est un petit peu plus libérée, mais c'était intéressant de voir le portrait de cette deuxième vague de féminisme. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture peut-être. En tout cas j'ai eu des lectures vraiment pas mauvaises et je compte bien continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année 2017. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.